Eliaou Atlan, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être ce matin l'invité de la rédaction de studioqualita.com pour parler d'un sujet dont on a beaucoup parlé au cours des dernières années, mais qui est revenu sur le devant de la scène, en particulier dans le contexte extrêmement tendu de ces 2 dernières semaines, avec donc l'occupation par une centaine de jeunes de la mouvance sioniste religieuse, de jeunes de Kiryat Arba essentiellement, l'occupation de cette maison dite de la discorde ou de la maison de la paix, telle que on l'appelle à Kiryat Arba, une maison qui est située, si je ne m'abuse, et vous allez me corriger, entre Kiryat Arba et le caveau des Patriarches, sur la route qui part de Kiryat Arba et qui conduit vers le caveau des Patriarches, vers la Meharat à Marpella, c'est cela ? Non, je crois qu'il y a un malentendu, Daniel. Aujourd'hui, on parle de Beth à Marpella. Vous, là, vous faites allusion à Beth Shalom. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, Beth Shalom est à nouveau habité par des familles juives. Après que le Beth Amishpat, la Cour suprême de justice, a fait tous les tracas possibles et imaginaires pour pouvoir empêcher cette installation-là. Alors là, il s'agit d'une autre maison, alors. D'une autre maison qui s'appelle Beth à Marpella et qui se trouve, comme son nom l'indique, à quelques dizaines de mètres de la Meharat à Marpella. Alors quelle est racontez-nous l'histoire de cette maison et pourquoi, quel est le différend qui anime donc, qui provoque d'une certaine manière cette nouvelle tension? Regardez, vous connaissez le proverbe hébraïque qui dit que En Chadash Tachat Hashemesh, oui. Rien de nouveau sous le soleil. Malheureusement, chaque acquisition de biens immobiliers du public arabe est très très difficile. Il y a énormément d'intermédiaires. Alors pour revenir à Beth à Marpella, en 2012, exactement le 29 mars, le Yishuv Yehoudi de Hebron a annoncé que depuis déjà quelques mois, on a fait l'acquisition d'une maison. C'est une très belle bâtisse avec 5 étages, c'est-à-dire 3 étages visibles et 2 étages de l'autre côté. Et donc le 29 mars 2012, 15 familles juives sont venues prendre possession de leurs biens. Okay? Et comme d'habitude, automatiquement, la Cour suprême de justice a commencé ses tracas, à demander la Cour suprême qui a été saisie par des Palestiniens, je suppose. Bien sûr, bien sûr. Et donc, après une semaine où les propriétaires donc du lieu se sont installés, l'armée les a expulsés. Et entre-temps, il y a eu 2 ou 3 autres tentatives de récupérer ce bien-là, avec une mobilisation du monde politique israélien. Okay? Et je crois qu'aujourd'hui, les habitants juifs de Hebron ont bien fait d'exiger ce retour aux propriétaires légitimes des lieux. Alors, est-ce que c'est un hasard si les jeunes, les militants qui se sont installés dans cette maison il y a 2 jours... On parle de familles, Daniel. Oui, de 15 familles. Ah, 15 familles, mais on parle aussi beaucoup de jeunes aussi, non? C'est vrai, c'est vrai. Il y a aussi des jeunes, d'accord. Alors, il y a 15 familles, il y a aussi des jeunes, merci de nous le corriger. Et est-ce que c'est un hasard si ils ont voulu reprendre, dirons-nous, leurs biens et concrétiser leur propriété au moment même où alors sur le mont du Temple, eh bien, on assiste à une sorte de problématique de bras de fer autour de la souveraineté du Harabaït? Est-ce que c'est un hasard ou alors les deux choses sont liées? Ce n'est pas un hasard, les deux choses sont étroitement liées. Et vous savez, encore une fois, on va faire appel au proverbe hébreu. Le proverbe qui dit « Mirov etzim lo roim et ayar ». C'est-à-dire que des fois, on s'attache à regarder chaque arbre indépendamment et on oublie qu'on a affaire à une forêt. Alors aujourd'hui, il y a énormément d'incidents, de manœuvres diplomatiques que je ne comprends pas et qui ne me plaisent pas. Alors je crois que d'une manière générale, il faut être capable de prendre un peu de distance. Ça veut dire vous-même, en tant qu'habitant de Kiryat Arba, vous craignez un affaiblissement de la souveraineté israélienne sur le Harabaït autour de ce qui s'est passé ces derniers jours? Oui et non, je vais vous expliquer. Encore une fois, si on prend chaque incident dans le détail,
Et encore une fois, on essaye de regarder chaque arbre et on oublie qu'on a affaire à une forêt. Alors ces incidents-là m'énervent, ils m'humilient. Je vois comment d'un côté comment notre chef de l'État, il a l'air de se plier à toutes les exigences du public arabe. Maintenant, d'après moi, ça serait un tort de se contenter de cette vision des choses. D'une manière générale, c'est ça qu'il faut rappeler sans arrêt. Le monde arabe a déclenché un phénomène, un processus d'autodestruction. Il y a quelque temps, on a écouté ici à Hebron, vous savez qu'il y a des rencontres entre juifs et arabes à Hebron même. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs de ces rencontres. À l'une de ces rencontres, un notable très très respecté à Hebron. Il a commencé son intervention par les mots suivants. Il a dit: mes amis, 4 pays arabes ont cessé d'exister. Ils n'existent que virtuellement. Il parlait bien sûr de la Syrie, de l'Irak, de la Libye, du Yémen, et il a dit, et la véritable question qu'on doit se poser, Mi Abba Bator, qui est le prochain? Le monde arabe est en train de se détruire à cause de sa sauvagerie, à cause de sa stupidité aussi. Je lis encore aujourd'hui, le gouvernement a retiré et les magnométères et aussi les caméras. Et le Waqf maintenant a de nouvelles exigences. On connaît très très bien ces réflexes arabes. Même lorsqu'il y a eu chez nous des politiciens qui étaient prêts à donner le maximum, dans leur imbécilité politique, les Arabes ont toujours refusé et exigé davantage. Encore une fois, et je pense que c'est ça le véritable message. Beaucoup d'incidents, encore une fois, sont déplaisants et on a l'impression d'être humilié par cette souplesse dont fait preuve le gouvernement. Je demande à tous les auditeurs de ne pas se laisser impressionner par ces incidents-là. Et je demande de voir, encore une fois, la tournure générale que prennent les événements. De plus en plus de juifs sont sensibles au Harabaït. Vous savez qu'une des personnes qui fait le plus pour mobiliser les juifs au Harabaït, c'est notre ami Amichai Ariel, qui a perdu sa fille l'année dernière, qui a été sauvagement assassinée, à l'aile exactement. Et aujourd'hui, et grâce à lui, cette année-là, des milliers de juifs sont montés au Harabaït. Et ce courant va en se renforçant. Et c'est ça qu'il faut voir. Le monde arabe est en train de se suicider. Il a décidé, et je pense qu'on doit respecter sa décision. Et le monde juif est en train de se mobiliser, de s'organiser, de se renforcer, même s'il y a des écueils. Et ces écueils-là, des fois, ils viennent de groupements d'une certaine couleur politique en Israël. Ils viennent malheureusement trop souvent des tribunaux israéliens qui sont, encore une fois, colorés de cette couleur politique qui n'est pas très sympathique. Il faut savoir regarder au-delà de ça. La tournure générale des événements, on sent, je pense, la main de Dieu dans l'histoire. Le monde arabe est en train de se détruire et on lui souhaite beaucoup de réussite dans cette entreprise. Et alors, Eliaou Atlan, est-ce qu'on peut faire une comparaison historique, puisque vous êtes historien, une comparaison historique, puisqu'on a commémoré il y a quelques semaines le 50e anniversaire de la guerre des 6 jours, entre la souveraineté d'Israël sur le mont du Temple, qui est, on peut le dire, sur le plan politique aujourd'hui presque battu en brèche. On le voit à quel point il est difficile d'imposer une souveraineté, et la souveraineté d'Israël sur la Meharat HaMarpela, sur le caveau des patriarches, où on a le sentiment qu'en dépit d'événements qui se sont produits, comme bien entendu le massacre commis par Baruch Goldstein en 1994, eh bien, Israël conserve une souveraineté sur cette Meharat HaMarpela, et avec la possibilité pour les fidèles juifs de prier sur le Meharat HaMarpela, alors que c'est interdit, on le sait, sur le mont du Temple. Comment on peut comparer les deux sites, qui sont les deux sites les plus saints ou parmi les plus saints du peuple juif? Regardez, vous avez tout à fait raison de proposer cette comparaison. Et cette comparaison, d'un point de vue historique, elle est justifiée. Il faut savoir qu'en 1267, un sultan mamelouk qui régnait sur le Moyen-Orient a pris une double décision. C'est le même firmament, c'est la même décision juridique. Et cette décision a donc 2 paragraphes. Le premier paragraphe, c'est interdire l'accès du mont du Temple aux Juifs. Et donc, la limite va être le Kotel, le mur de l'Ouest. Et le deuxième paragraphe... Je répète pour nos auditeurs, c'est-à-dire le mont du Temple, l'accès aux Juifs du mont du Temple ne remonte pas à ces dernières années, mais remonte à 1200, c'est-à-dire au XIIIe siècle. 1267,
exactement, le sultan Beybar, le sultan mamelouk, interdit aux Juifs l'accès du mont du Temple. Et dans le même firma, encore une fois, dans la même décision, le deuxième paragraphe, il interdit l'accès de la Meharat à Marpella et il fixe la limite à la 7e marche, tristement célèbre. Donc vous comprenez que d'une certaine manière, le Kotel, le mur de l'Ouest, est un peu la 7e marche de Jérusalem. Ouais. C'est-à-dire la limite que les musulmans ont fixé. D'ailleurs, ce qui est très dramatique et qui rend tout à fait ridicule la déclaration de l'UNESCO, c'est que dans cette même décision, on interdisait aussi l'accès aux pèlerins chrétiens, Ouais. et au mont du Temple et donc aujourd'hui de voir cette espèce de connivence tout à fait idiote entre des pays chrétiens et le fanatisme musulman en ce qui concerne le mont du Temple et la Meharat à Marpella est tout à fait triste, tout à fait désolante. Alors aujourd'hui, si on les compare aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire que on peut faire endosser à Moshe Dayan la responsabilité de cette souveraineté partielle sur le mont du Temple, alors qu'elle est plus notable sur le caveau des patriarches, partielle parce que Moshe Dayan a demandé tout de suite d'enlever le drapeau bleu et blanc d'Israël au moment de la guerre des 6 jours du sommet de la mosquée d'Omar, enfin du dôme du rocher d'Omar. Alors que sur le caveau des patriarches, une histoire célèbre raconte que le général Goren avait refusé de retirer le drapeau. Est-ce que c'est peut-être parfois un tel geste si simple qui différencie une souveraineté plus ou moins prononcée sur des sites, des lieux saints comme cela ? Écoutez, je connais les deux histoires, effectivement, on peut le raccorder. D'abord, les deux histoires, je suppose, sont des histoires vraies. Maintenant, je ne sais pas si l'importance historique qu'on essaye de mettre sur leur dos est justifiée. Encore une fois, chaque époque a sa manière de voir les choses, quoi. Et dans la décision de Moshe Dayan, c'était pas seulement une décision personnelle, c'était d'une manière générale la manière de penser de l'établissement politique israélien. Et encore une fois, on a affaire ici à des détails. L'idée, c'est de voir la direction générale que prennent les événements. Et aujourd'hui, on voit que le monde juif, à travers les différentes erreurs qui ont pu être commises, commence à se réveiller, commence à comprendre l'importance de ces lieux-là. Vous savez, on raconte une très très belle histoire sur le poète Uri Zvi Greenberg. Le poète Uri Zvi Greenberg fait un rêve, et il rêve qu'un aigle tourne autour du mont du Temple. Un très beau poème qui s'appelle Beozne Yeled Asaper. Et il voit que cet aigle, il essaye de se poser sur le mont du Temple. Cet aigle, vous savez, c'est Kanfei Ashrina, les aigles de la Providence. Et personne ne le regarde. Et cet aigle, il s'éloigne. Et le lendemain matin, il est tellement angoissé par ce rêve qu'il va voir le Rav Kook. Et il lui demande l'explication de ce rêve. Et le Rav Kook refuse de lui expliquer. Le Rav Kook se met à pleurer, il lui embrasse les mains et lui a dit « Retourne chez toi ». Vous savez que dans la tradition talmudique, la réalisation des rêves vient après l'interprétation, dépend de l'interprétation qu'on leur donne. Okay? Et on est dans les années 30. À cette époque-là, un sinistre personnage prend le pouvoir en Allemagne et je crois que le reste est très très clair. Mais Uri Zvi Greenberg avait compris que celui qui cholette, celui qui dirige le mont du Temple, c'est lui qui dirigera le pays. Et donc déjà il avait eu cette, vous savez, Manitou disait que la prophétie a disparu, mais l'intuition prophétique n'a pas disparu, et très souvent elle se retrouve chez les poètes. Et un poète de l'envergure de Uri Zvi Greenberg a compris l'importance du mont du Temple. Il avait compris aussi l'importance de la Meharat à Marpella. Et à ce sujet, je voudrais rappeler peut-être que ce 9 août, nos amis de Israel is Forever organisent une grande journée, un grand happening à Hebron. Oui. Et j'invite tous les juifs, toutes les personnes qui nous écoutent à venir participer à ce grand moment-là. Et ça, ce sont les choses importantes. Le peuple juif se mobilise pour Hebron.
Eh Vous me bien, permettez peut-être de donner quelques détails? on Ken? on en a parlé, Eliaou, on en a parlé. On a invité Nelly Kupfer, qui est l'organisatrice de cette journée, si je ne m'abuse, pour le public francophone au moins. C'est le 9 août, c'est dans le cadre aussi du Likoud mondial, c'est cela aussi, avec des... Absolument, Voilà. absolument. Eh bien, ouais, et effectivement, nous en avons parlé, nous avons consacré une émission sur studiocalita.com à ce rendez-vous. Et bien, Eliaou Hadjan, merci, on vous remercie vraiment de nous avoir éclairé sur sur l'aspect historique de cette souveraineté, et sur le mont du Temple et sur le caveau des patriarches, et sur ce développement intervenu il y a 2 jours. Donc, on corrige dans la bête à Marpella, la maison du caveau des patriarches, située à proximité du caveau des patriarches, avec l'entrée de plusieurs familles et de jeunes, donc dans ce lieu qui a été acquis, qui est sous propriété israélienne, mais qui n'a pas été, on va dire, validé par le ministère de la Défense. Merci de nous avoir éclairé sur tout ce point, et sur l'aspect historique en particulier de ce grand problème, de ce grand débat dans lequel nous sommes retrouvés au cours des 2 dernières semaines, après l'attentat sur le mont du Temple, sur le Harabaït. Merci et bonne journée. Shalom. Merci Daniel. Voilà, il est 8h30 sur studiocalita.com. Dans quelques instants, je l'espère, la chronique Un jour notre histoire, qui nous sera présentée par Eliana Gurfinkel, après un jingle ou quelques instants musicaux.